êtes régulièrement passé dans cette émission pour commenter l'actualité sociopolitique avec nous. Mais aujourd'hui, nous partons dans les méandres de la diplomatie, puisque vous avez un livre qui est devant moi, La diplomatie de la République de Guinée. Si la régie peut zoomer pour que les téléspectateurs puissent voir la couverture. Mais en attendant, première question, Boubacar Sassoumi. Alors, la première question, c'est une question qui se trouve dans votre libellé, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir cette fois-ci et à produire un document sur la diplomatie guinéenne. Merci beaucoup pour l'invitation. Regardez bien le micro. J'ai commencé à travailler sur cet ouvrage depuis plusieurs années et en ce moment-là, j'ai constaté un vide relatif sur la diplomatie guinéenne. Des grandes personnalités qui ont eu à gérer des pans de cette diplomatie, non pas pour une raison ou une autre estimée opportune, ou n'ont pas pu rédiger leur mémoire ou mener des réflexions pour que les générations futures puissent bénéficier de ça. Alors que je voyais ça sur d'autres pays, donc spécialiste des relations internationales, je me suis dit que je devais contribuer à combler ce vide-là. Par quel... Oui, allez-y. Alors, il ressort de votre livre parce qu'au-delà de la diplomatie guinéenne, vous abordez aussi la diplomatie africaine. Vous dites notamment que la diplomatie africaine est née dans un contexte où toutes les instances, en tout cas les grandes instances de la coopération internationale avaient été créées. Les fondements, notamment il y a l'ONU, il y a d'autres organismes qui avaient été créés. Alors, quel est l'impact que ce contexte-là, le fait que ces instances-là aient été créées avant la diplomatie africaine, quel impact cela a eu sur la diplomatie africaine en global, des États africains de manière globale? Cet impact peut être psychologique. J'ai justement abordé cette question parce que en relations internationales, il y a une théorie qui se développe ces derniers temps, qui est la théorie des petits États. En anglais, c'est Small States Theory. Et cela peut donner à certains acteurs le prétexte de croiser les bras, dire que nous sommes ligotés, nous sommes contraints par le contexte dans lequel nous sommes, donc nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour dire que oui, les États africains sont nés, ont fait leur entrée dans la diplomatie internationale après que le fondement de cette diplomatie ait été déjà établi, mais que cela ne doit pas empêcher, n'a pas empêché certains États africains, comme d'autres d'ailleurs, qui se retrouvent dans la même situation, de penser à des mesures, à des stratégies pour contourner ou pour s'accommoder de ces contraintes-là. Et j'évoque un certain nombre de ces stratégies, à commencer par l'intégration régionale, parce que seul, vous pouvez être handicapé, unis, ensemble, vous conjuguez vos efforts, mais aussi avoir la perspective, ne pas être toujours dans le suivisme. Donc, avoir des visées à long terme. C'est pourquoi j'ai évoqué ces sujets dans le livre. D'accord. Et quand on parle de la diplomatie guinéenne, on peut l'étendre sur les régimes qui se sont succédés. D'abord, le premier régime, plusieurs personnes nous disent que c'était un régime qui avait une diplomatie très forte sous Sékou Touré. Ensuite, il y a eu le deuxième régime, plus ou moins une diplomatie balbutiante. Et Alpha Condé, à son arrivée, en tout cas, c'est ce qui se disait. Est-ce la réalité? Vous allez nous le confirmer tout à l'heure. On dit qu'il a relancé la diplomatie guinéenne. Entre ces différentes périodes, comment se comportait la diplomatie guinéenne? Alors, le livre est composé de 4 parties. La première partie est sur la théorie de la diplomatie et l'histoire de la diplomatie qui peut intéresser n'importe quelle personne qui s'intéresse à la diplomatie, qu'elle soit guinéenne ou autre. Et les 3 autres parties, justement, parlent de ces époques-là. La deuxième parle de la diplomatie sous la Première République et la troisième sous les Deuxième et Troisième Républiques ensemble. Parce que, justement, il y avait des lignes distinctives. Il y a des continuités, des constances qu'on peut observer à travers tous les régimes. Sujets, oui, le panafricanisme, l'appui au projet d'intégration régionale, on peut retrouver ça de manière différente selon le contexte et l'époque à travers tous les régimes. Mais on a vu un accent bien prononcé sur les considérations idéologiques sous la Première République que sous la Deuxième et Troisième République qui ont
cru opportun de mettre l'accent sur ce qu'ils ont libellé la diplomatie du développement. Ce qui ne veut pas dire que sous la Première République, il n'y avait pas de considérations de développement, ou alors que aussi la Deuxième et Troisième République sont dénuées de considérations idéologiques, parce qu'idéologie, on n'a pas toujours à expliciter qu'il y a une considération idéologique, mais il s'agit qu'on observe ça à travers vos actions. Alors, votre question sous-entend une appréciation. Exactement. Et cette appréciation, je pense qu'encore, il faut mettre les régimes dans leur contexte du temps. Il y avait des choses qui étaient nécessaires ou possibles sous la Première République qui ne le sont pas sous la Deuxième ou la Troisième République et vice-versa. Mais quand on voit de manière générale, par exemple, les conditions de travail, de vie des diplomates, beaucoup semblent convenir que les diplomates guinéens étaient dans de meilleures conditions, ceux qui étaient postés à l'étranger sous la Première République, qu'ils n'ont été ou qu'ils ne sont sous la Deuxième et la Troisième République. Oui, allez-y. Alors oui, dans les discussions, dans les causeries informelles, on nous dit, et ça c'est intéressant que vous soyez là et qu'on en parle. Et dans les discussions informelles, on nous dit par exemple que la diplomatie guinéenne, au temps de Sékou, était tellement forte qu'il y a des pays de la sous-région, donc certains pays limitrophes qui prenaient dont la Guinée était une couverture pour ces pays. Et que ces pays se sont soustraits de notre tutelle, de notre autorité, quand après, sous la Deuxième République et la Troisième République complètement indépendante de nous. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai compris. Voilà. D'abord, il y avait justement un dynamisme de la diplomatie. Les relations que la Guinée développait, c'était des relations de tutorat. Les pays voisins, sous le premier, le deuxième et le troisième régime. Voilà. Tous les problèmes de ces pays-là étaient discutés et décidés à Guinée, à Conakry, mais on n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est encore une diplomatie dynamique progressiste? Pas que sous la Première République, mais évidemment sous la Première République, le dynamisme de la diplomatie guinéenne était évident. Surtout les 2 premières années d'après l'indépendance et depuis 1978. Les 10 premières années, parce que les 2 premières années de l'indépendance de la Guinée, nous étions le seul pays africain francophone en Afrique noire indépendant. Donc, aux Nations Unies, pendant que nous avions notre propre chaise comme République de Guinée, le Côte d'Ivoire, les Dahomey, les Haute-Volta étaient dans la délégation française, parce qu'ils étaient des républiques dans la communauté. Et donc tout le monde voulait venir à la Guinée, et ça a donné une aura à la diplomatie guinéenne. D'autant que le chef de l'État, le président Amadou Sékou Touré, était aussi dynamique sur la scène. Parce qu'on l'a vu, les précurseurs de l'OUA étaient d'abord l'Union Guinée-Ghana-Mali, puis aussi les blocs ou les groupes Casablanca et Monrovia, et il a joué un rôle important dans ça, ce qui a d'ailleurs valu qu'on nous confie le rôle du premier secrétaire exécutif de l'OUA à travers Diallo Telly. Et donc oui, il y avait des pays voisins, le Libéria et la Sierra Leone notamment, qui s'inspiraient de la Guinée. Donc, et cela se voit pas seulement la Guinée, vous voyez même aujourd'hui les États-Unis, Guinée-Bissau, justement parce que le rôle que la Guinée a joué, le PAIGC avait son QG à la minière ici. Et beaucoup de leaders des pays d'Afrique australe, Angola, Mozambique, Samora Machel, Dos Santos, sont passés ici en Afrique, en Guinée. Oui, Afrique du Sud, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un à Pretoria qui a dit « Tu es de la Guinée, j'ai fait ma formation à Kindia ». Donc, je pense qu'il y avait ces relations. Mais au début des années 90 aussi, donc ça c'est sous le général Lansana Conté, mais avec le rôle que la Guinée a joué dans les forces de l'ECOMOG, parce que ECOMOG au Libéria, en Sierra Leone, c'était d'abord une affaire d'un trio, la Guinée, le Ghana et le Nigeria. Et donc cela a donné aussi un poids important à la Guinée. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Joseph Momo, il s'est réfugié à Conakry. Pareil pour Ahmed Tidiane Kaba, lorsqu'il y a eu aussi le coup d'État, c'est vers Conakry aussi qu'il s'est tourné. Il y a la proximité, mais il y a aussi ces liens historiques entre la Guinée et ses pays voisins.
Qu'est-ce qui a changé cela? Pourquoi La diplomatie, parce que le président c'est le premier diplomate, il y a aussi la diplomatie. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est les prises de position. Voyez-vous, à la fin du règne de Lansana Conté, à cause de